Cet épisode est une production d'Instinct Fondateur. What's up, guys? Bienvenue au Podcast Castleman, animé par moi-même, Stéphane Castleman. Je suis content de vous recevoir pour le 3e épisode. Cette semaine, j'ai eu la chance de parler avec quelqu'un que j'aime beaucoup, Luc Lévesque. Luc, c'est un coach pour entrepreneurs, un coach en performance d'entreprise. C'est quelqu'un qui a fait énormément de développement personnel dans les dernières années, là, je vous dirais les 20-25 dernières années. C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Il a beaucoup de connaissances, puis il adore ça, les partager avec les gens. Donc, on a vraiment eu une belle conversation. Pour ceux qui écoutent sur YouTube, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui écoutent en audio, à laisser des reviews, des 5 étoiles, de partager avec vos amis. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je vous dis bonne écoute. Luc Lévesque, comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, je suis content de t'avoir aujourd'hui au podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Vraiment agréable. Merci. Good. Bon, écoute, ça fait un petit bout qu'on se connaît. Là. On fait quand même du cheminement, du développement personnel aussi ensemble. Fait qu'il y a une couple de sujets que je veux qu'on aborde aujourd'hui. Premièrement, toi, tu es un coach d'affaires, un coach en performance d'entreprise. Exact. Tu es aussi quelqu'un qui a fait énormément de développement personnel dans les dernières années. Tu es un coureur de marathon aussi, fait qu'on a quand même beaucoup de points en commun. Mais tu es quelqu'un qui m'a énormément aidé dans les dernières années par ta sagesse, tout le développement personnel justement que tu as fait. Puis un sujet assez spécifique que je voulais qu'on parle aujourd'hui, puis c'est un petit peu le but de t'avoir sur le podcast, c'est je veux qu'on parle d'ego. Ouais. L'ego, le monde des affaires, hein? Ouais. On pourrait en parler longtemps. Fait que c'est un petit peu dans cette direction-là que je veux qu'on aille aujourd'hui. Mais avant de parler de ça, juste pour les gens peut-être qui ne te connaîtraient pas, juste parler un petit peu de ton parcours. Tu arrives de où? C'est qui, Luc? Tu peux parler de coaching aussi un petit peu, là. D'accord, ça je te laisse la parole. Ben, merci. C'est vraiment agréable. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Fait que, je suis Luc Lévesque. Fait que je suis président de Groupe Humaprise. On fait de la formation, coaching en gestion. La formation, c'est important parce que la formation, c'est que je transfère une compétence. Puis le coaching, c'est que je montre comment utiliser cette compétence-là. Parce que moi, je trouve, c'est qu'il y a plein d'éléments qui sont difficiles pour des gens à comprendre. Ça veut dire que c'est beau écouter des podcasts puis faire du développement personnel, mais c'est comment je réussis à mettre en pratique ce que j'apprends. Fait que c'est dans l'action. Fait que c'est pas juste faire de la réflexion sur soi. Il faut passer à l'action. C'est ça, exactement. Puis souvent, c'est ça, j'accompagne les gens au niveau de l'action. Puis dans l'action, l'ego, la base de l'ego, ça fait en sorte que les conséquences de tout ça, c'est des peurs, c'est de l'insécurité, c'est des craintes, c'est plein de choses qui se manifestent comme ça là même. Puis c'est là où les gens paralysent complètement au niveau de l'action. Fait que moi, je travaille de cette façon-là pour aider les gens à faire en sorte d'atténuer l'impact de l'ego, principalement, de les accompagner au niveau de l'action pour faire en sorte qu'ils se dirigent vers le succès aussi. Exact. Fait que tu travailles avec des gens qui sont en affaires, avec des entrepreneurs, vraiment les aider à optimiser leur performance. Exact. Tu dis, j'aide les entrepreneurs à faire plus de cash. Exact. C'est ça. Si on vulgarise tout ça, c'est un petit peu ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai, la formation qui est plus le côté théorique, mettons, Exact. puis le coaching qui va être vraiment qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour améliorer ses performances.
puis garder le monde, je sais pas c'est quoi le terme en français, là, imputable, accountable, c'est ça? C'est ça, ouais. Pour garder les clients aussi imputables. Ouais. Puis avant de faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi un petit peu ton background? Oh boy! Par où commencer? Par où, hein, je commence où dans tout ça? Je te dirais, tu sais, je vais faire ça simple. Mon background dans tout ça, moi, j'ai une maîtrise en sociologie. J'étais un passionné des relations humaines. Je vais en parler un petit peu plus loin là, tantôt. Là. Mais à un moment donné, j'ai vécu une crise là, vraiment importante dans ma vie, puis je me demandais, c'est quoi qu'est-ce que l'être humain? Fait que, au lieu de m'étudier moi, j'ai décidé d'étudier les autres. Fait que c'est ça la sociologie. Fait que je vais comprendre comment les autres fonctionnent, puis au moins je vais être capable de m'adapter, puis je vais savoir comment moi me comporter. T'sais. Puis en étudiant les autres, j'ai réalisé que c'était moi qui étais fucké. c'est souvent le cas. Ouais, c'est ça. Mais ça, je l'ai réalisé plus tard. Fait que j'ai gradué avec ma maîtrise, puis par la suite, même si je la maîtrise, je me pose des questions. Je fais quoi dans la vie? Je m'en vais où? Puis j'ai eu, dans mon cours à la maîtrise, j'avais un cours de statistique, puis j'ai un prof qui est arrivé, puis il présentait dans son cours. Puis, je trouve ça intéressant de parler de ça parce que c'est des personnes, il ne sait pas, lui. Mais c'était une personne influente dans ma vie. Puis il m'a permis de devenir, si on veut, qui je suis aujourd'hui, d'une certaine façon. Parce que cette personne-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il explique qu'il y a une firme de sondage, puis qu'il fait du sondage, puis il trouve ça super intéressant. Puis là, je dis, hey, j'aime ça, les statistiques, puis j'aimerais ça, comme la graine est tombée, puis ça a germé tranquillement. Je me suis dit, je voudrais faire ça, de faire du sondage. T'sais. Je suis allé travailler par la suite à Statistique Canada. C'est peu commun quand même, hein, de triper sur les stats puis les sondages. D'écœurer le monde au téléphone. Ouais, c'est ça. c'est vraiment le fun. Oui. Puis là, on fait ça en affaires à cette heure. Exact, c'est ça. Fait que, moi, je vais travailler à Santé Canada. Je vais travailler à Statistique Canada. Puis par la suite, je vais travailler au ministère de la Santé de l'Ontario. Puis, c'était en 96. Il y a eu une vague de coupures au ministère de la Santé de l'Ontario dans le cadre de la réforme de la santé, puis moi, j'ai perdu mon poste. J'ai coupé mon poste. Je siégeais sur le comité de restructuration des soins de santé en Ontario, puis j'ai coupé mon poste. OK. Ouais. Ah ouais? Tu t'es mis dehors? Ouais. OK. Ouais. Fait que je me retrouve, 96, là, je fais quoi dans la vie, puis j'ai décidé de me lancer en affaires, je vais réaliser ce que je voulais faire, ça va être ça c'est ça mon rêve, c'est ma passion. Puis j'ai lancé justement ma firme de sondage. Je suis devenu la 22e plus grosse firme de sondage au Québec. C'est pas parce qu'il y en avait 23, il y en a plus que deux. Il y en a plus que ça. Puis au niveau de la firme de sondage, ce que je trouvais super intéressant dans une partie, c'est qu'à un moment donné, j'ai développé une méthodologie qui était vraiment typique là, pour mesurer dans le cadre d'événements touristiques l'évaluation sur les commandites, l'impact des commandites. Fait que moi, je suis dans un créneau bien particulier, puis il est arrivé le scandale des commandites. Il n'y a plus de commandites, il n'y a presque plus d'événements. Il y a encore des événements touristiques, il y a encore des événements sportifs, différents types d'événements, mais il n'y a plus de commandites. Fait que les gens ne veulent pas mesurer l'impact des commandites. Fait que j'ai fait un spin, j'ai fait un pivot, comme on appelle en affaires. Là, je me suis vraiment dirigé vers le sondage typique, les appels téléphoniques. Mais là, je me retrouvais à rivaliser avec Léger Marketing, Somme, Crop. C'est toutes des grosses boîtes. Puis j'ai fait ça, j'ai continué encore pendant 2 ans. Puis en 2007, j'ai décidé de mettre la clé dans la porte. Là. Fait que là, j'en avais assez de rivaliser avec les grosses firmes. Ouais. Fait que j'ai fermé ça. Je suis allé travailler par la suite à Vallée-Jeunesse. J'étais là 9 mois pour co-directeur général. Je suis allé travailler au CLD qui est devenu ID Gatineau. J'ai vendu des terrains industriels. Puis, c'est vraiment en 2014, j'ai croisé Guy Pelletier d'Humaprise Corporation. Puis, dans le cadre d'une rencontre, c'est ça que je veux faire. Ça, c'était en 2014. Puis 2015, j'ai acheté l'entreprise. Parce que Humaprise, là, tu es propriétaire d'une franchise. J'ai acheté tout le kit. T'as acheté, c'est ça, tout le kit, toute l'entreprise. Moi, je suis franchiseur. Mais là, tu as des franchisés. J'ai des franchisés, oui. Exactement. OK, cool. Fait que tu as quand même eu, t'as eu beaucoup d'expérience en affaires avant de te lancer comme... c'est depuis 96 que je suis dans le monde des affaires. Oui, c'est ça. Puis
je peux faire toutes sortes de choses. Je peux parler, j'ai été président de la Jeune Chambre de commerce, j'ai été impliqué aussi dans la communauté des affaires. Ça va super agréable. Là. C'est des bons moments, des belles choses que j'ai vécues. Alors, je sais que tu es super impliqué aussi dans le milieu des affaires, fait que tu sais de quoi tu parles. Ouais, merci. Mais là, il y a un sujet, bon, tu sais, on se connaît, on se parle beaucoup, puis il y a une chose qu'on parle souvent, on parle souvent d'ego. Ouais. Puis comment atténuer l'impact de notre ego Ouais. dans notre quotidien. Fait que là, je trouvais ça intéressant de t'avoir aujourd'hui, puis essayer de faire le parallèle avec justement le monde des affaires. Ouais. Parce que Dieu sait qu'il y en a, il y en a a de de l'ego l'ego en affaires, Ah ouais. que ce soit dans peu importe le domaine. Donc, comment qu'on arrive à atténuer l'impact, justement. Première chose, pour toi, ça serait quoi ta description de l'ego? Ouais, c'est ça, je trouve super important d'avoir une bonne définition au niveau de l'ego parce qu'il y a plein de définitions de l'ego. Fait que moi, je trouve fait que ça doit être mon bagage de sociologue. On va définir les concepts avant de continuer à parler. Non, mais c'est important de comprendre parce que c'est vrai qu'on peut avoir une. Tu sais, c'est quoi l'ego? C'est-tu de flasher? C'est-tu d'être orgueilleux? Tu sais, c'est quoi exactement ta définition? Ouais, exact. Ben, l'ego, dans le fond, c'est une fausse représentation de soi-même. Puis, l'ego, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ego? L'ego, c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, c'est quelque chose qui est en nous. C'est pas comme si j'ai deux personnalités, c'est la même personne. C'est comme d'un extrême à l'autre. Fait que d'un côté, j'ai l'ego, puis de l'autre côté, j'ai l'esprit. Et puis dans le milieu, ben il y a zéro, pas de personnalité, c'est comme une personnalité de malasse. On n'arrive pas à le saisir, puis c'est comme ça nous coule tout le temps entre les mains. Il y a quelques personnes qui se retrouvent là, mais principalement, c'est soit que c'est rare que je suis 100% dans l'ego, que je suis dans la fausse représentation de soi. C'est rare que la personne est 100% dans l'esprit. Pour dire que je suis Gandhi ou Mère Teresa, Jésus-Christ, Mohamed, peu importe comment on les appelle. C'est rare qu'il y ait une personne qui se retrouve dans cette extrémité-là. Fait qu'on est tout le temps, il y a constamment une bataille qui se fait. Puis notre job au quotidien, c'est de réussir à atténuer l'impact de notre ego. T'sais. Fait que dans le fond, l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est une fausse représentation de soi. Puis cette fausse représentation de soi, dans le livre, là, il en parle, c'est vraiment extraordinaire. C'est quoi le développement de l'ego? Fait que comment l'ego se développe? Parce que quand je nais, je n'ai pas l'ego. L'ego, elle s'est développée par la suite. Là. C'est pas, c'est inné, mais en même temps, c'est qu'il y a une manifestation de l'ego, puis il y a une construction de l'ego. Mm. Puis la job de l'ego, c'est de nous protéger. Fait que cette fausse représentation de soi-là, c'est quoi? C'est de protéger. Parce que l'esprit n'existe pas encore. Je ne sais pas qui je suis. On va en parler plus loin, là. C'est la bataille entre le moi et le je. Le moi, c'est comment que les autres me perçoivent. Fait que quand je suis né, ben, je suis pas arrivé avec un manuel d'instruction. Là, ben non. Mes parents ont fait regarder, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, ça braille. Puis, c'est que les autres m'ont transféré leur perception, ce qu'ils pensaient que j'étais moi. Ah, Luc, là, il aime ça le sport. T'sais. Fait que là, je dois aimer ça le sport. Là, tu définis. Ah, je suis sportif parce que tes parents t'ont dit, ben, toi, t'aimes le sport, on va t'inscrire dans les. Exact. Fait que ça vient pas de toi, ça vient de l'extérieur, ce que les autres t'ont appris. Là. C'est ça. Fait que c'est une construction qui est faite. C'est une construction de je qui n'existait pas encore par rapport à moi, qui est ce que les autres pensent que je suis. Puis plus les autres pensent de qu'est-ce que je suis, ben, ça influence mon comportement aussi. Fait que si tu penses que quelqu'un est niaiseux, puis tu te comportes comme un niaiseux envers cette personne-là, ben cette personne-là va se comporter comme étant un niaiseux. C'est pas compliqué. Je réagis. C'est ça l'interaction entre une autre personne et une autre entre deux personnes. Fait que c'est toute la construction de l'ego. Puis cette... Oups, mon téléphone, ça. Je l'ai pas mis sur ne pas déranger. Oui, je l'avais vu. En plus. Ouais. Mais tu sais, c'est toute cette construction de l'ego-là. C'est de quelle façon Fait que c'est la perception des autres. Est-ce que je suis vraiment ça? J'en ai aucune idée. Fait qu'on pense que je suis ça. Puis la construction de l'ego, c'est certain qu'au début, ça commence avec les parents, ça commence avec la famille. Mais au fur et à mesure que ça va aller, ça va être les personnes influentes.
c'est pas pour rien. Je dis que mon prof, là, il a été une personne influente parce que cette personne-là, ben, a fait en sorte qu'elle a révélé quelque chose que hey, je pourrais être ça. T'sais. Il a semé une graine, puis là, tu as Ouais. commencé à te poser des questions. Fait qu'au début, c'est certain, il y a les parents, il y a la famille, il y a les professeurs, les amis, puis au fur et à mesure que ça va aller, mais c'est au milieu du... dans le monde du travail, tu sais. Puis il y a cette construction-là de l'ego. Puis ça, là, ça amène, tu sais, une fois qu'on connaît bien au niveau de comment fonctionne l'ego, puis c'est quoi le développement de l'ego, bien, l'ego étant une fausse représentation de soi. Je vais juste donner un exemple, c'est que moi, je suis une personne sensible. J'ai eu à accepter ce volet-là, puis la construction de mon ego, c'est que dans le moi, m'a protégé de plein d'événements, parce que cette hypersensibilité-là fait en sorte que je suis capable de capter comment les autres se sentent. J'ai comme un sixième sens, puis je suis capable de savoir que dans la pièce, il y a quelqu'un qui est stressé, puis parce que cette personne-là est stressée. Mais quand c'est mon ego, je rentre dans une pièce, puis là, je dis « Oh my God, comment ça se fait qu'il est comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je le connais même pas. » Mais ça, c'est l'ego qui me protège. Parce que dans le fond, ça n'a rien à voir avec qui je suis. Mais mon je, ma personnalité, vraiment moi, n'est pas assez fort pour réussir à se défendre. Fait que mon ego me protège de ma vulnérabilité. Je vais dire ça comme ça. Puis au fur et à mesure que j'avance dans la vie, ben, plus le je se construit, ben, plus l'ego réussit à s'atténuer. Puis de quelle façon l'ego réussit à s'atténuer? Ben, c'est en vivant les trois crises. Là. On a trois crises. Chaque être humain a trois crises à vivre dans une vie. Je pourrais t'écouter parler, Luc, pendant des heures, puis on le fait des fois, là, fait que tu réponds à mes questions avant que je les pose. Mais excuse-moi, on en a parlé souvent, là, justement, les trois crises que l'être humain va passer. Tu peux-tu nous parler de ça? On a la crise existentielle, la crise matérielle, puis la crise spirituelle. Exact. Qui ne se produisent pas toutes au même moment dans ta vie. Toi, tu as vécu ces trois crises-là. Ouais. Donc, parle-nous un petit peu de ça. Mais encore là, je vais parler de mon volet sociologique, scientifique là, qui est en moi. C'est-à-dire que 3 crises, c'est vraiment la base. Dépendamment de la littérature, ça peut être 5, ça peut être 7. C'est pas important. Moi, je trouve que je veux tout le temps garder ça simple. Fait que garder ça simple, ça veut dire quoi? C'est 3 crises. La crise existentielle, la première crise existentielle qui va arriver, c'est que les gens, c'est comme mon ego me protège, puis je sais pas qui je suis étant le je. Fait qu'à un moment donné, ben, il se passe quoi? C'est que je réalise que je ne suis pas mon ego. Mais c'est là ma crise existentielle. Je suis qui dans la vie? Là? Fait que je me pose des questions. Que veux-je? Que peux-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Pourquoi je suis sur cette terre? Fait qu'il y a un paquet de questions qui est posé au niveau de la crise existentielle. Puis malheureusement, c'est que les gens voient les crises comme étant négatives, mais ces crises-là font partie de la vie. C'est nécessaire pour les personnes à vivre les crises. Maintenant, c'est de quelle façon je réussis à corriger en tant qu'être humain, de quelle façon je réussis à corriger ces crises-là. Fait qu'il y a des gens qui vont vivre la crise existentielle, puis ils vont la régler par le matériel. Ça, c'est néfaste. C'est-à-dire quoi? Je vais me définir en fonction de mon emploi. Je vais me définir en fonction, parce que j'ai une belle maison, de mon auto, de la façon que je m'habille. On vit dans un monde où je peux m'acheter une personnalité. C'est tellement bien dit, mais oui, c'est vrai. Ouais. Puis après ça, je peux aller l'exposer tout partout sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à leur travail ou à leur bien matériel. Là, exact. Mais ça reste encore dans la fausse représentation de moi. C'est une manifestation de l'ego. Fait que l'ego a fait quoi? L'ego, je vis une crise, je n'arrive pas à régler cette crise-là. Puis au lieu de régler la crise, puis de comprendre je suis qui, puis de développer dans le fond mon manuel d'instruction pour dire comment moi je fonctionne, puis chercher à me comprendre, il se passe quoi? C'est que j'achète des affaires. Puis là, je tombe dans le matériel, puis je me mets à acheter plein de choses. Puis là, il y a une crise matérielle qui est vécue à un moment donné. Il y a des gens qui vont arriver dans 40, 50 ans, 60 ans, puis à un moment donné, il y a cette crise-là. Si je me définis par rapport à mon emploi, puis là, mais je sais que je vais prendre la retraite, je vais prendre une retraite, là, je me pose des questions. Je suis qui, moi, dans le fond? Crise qui arrive, comment je me définis? C'est ça, ben oui.
Tu as vécu ta crise existentielle en 92, je pense. 92, ouais. C'est quoi qui est arrivé à ce moment-là? Oh my Quand God. tu te posais toutes les questions, là, la vie, elle sert à quoi? Je dis pourquoi? Qui Exact. suis-je? Que veux-je? Parle-nous un petit peu de cette époque. Ouais. Ah, c'est une méga crise existentielle. Tu sais, moi, j'ai étudié en sociologie. Là, tu étais à l'université dans ce temps-là. J'étais à l'université. OK. À Montréal. Fait que j'ai étudié à l'université, puis je me demande vraiment, tu sais, c'est que ça va être quoi la vie? Tu sais? Qu'est-ce qui m'attend? Tu sais, pourquoi Quel âge je fais que tu ça? as à ce moment-là? Excuse-moi. J'ai 23 ans. OK. Ouais. J'ai réalisé plus tard, tu sais, que c'était simplement prématuré. J'étais un précoce de vivre cette crise existentielle-là. Parce que la plupart des gens vont la vivre dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Tu sais, quand j'ai 23 ans, puis je me pose des questions comme ça, tu sais, mes amis autour me regardaient, puis ils comprenaient pas. Ils n'étaient pas là encore. Ils sont bien bizarres, là. Quelle sorte de questions qu'ils posent là. T'sais. Ils se cassent trop la tête, profitent Ouais. de ta jeunesse. Ah ouais, t'sais. Fait que finalement, ben, en 92, j'ai fait une tentative de suicide. Je me ramasse à l'hôpital. Puis c'est à l'hôpital où j'ai été mis en relation avec des groupes d'aide, des groupes d'entraide. J'ai commencé du développement personnel, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait des fins de semaine de croissance personnelle, des fins de semaine de croissance affective. Puis j'ai vraiment travaillé sur le développement personnel pendant cette période-là pour justement comprendre c'est quoi mon ego puis ma fausse représentation de moi. Puis c'est là où j'ai compris que l'ego me protégeait de plein de choses. Mais j'ai plus besoin d'avoir cette protection-là parce que je suis pas bien dans ma peau. T'sais. Je me rappelle, j'avais fait un test, puis c'est-à-dire quelles sont les valeurs ou qu'est-ce que je voulais avoir dans la vie. Puis moi, en premier, le numéro 1, c'était être bien dans sa peau. Fait que là, je disais, pourquoi déjà, à cette époque-là, c'était important. T'sais, même si tu te cherchais un petit peu, tu savais le plus important, c'est d'être bien. Ah ouais, je suis à la recherche de ça, mais je sais pas comment l'obtenir. T'sais. Puis c'est ça qui est la beauté. Autant l'ego que l'esprit, on va en parler un petit peu plus tard. Je vais faire une petite aparté, puis je reviens là, sur la suite là, de ma crise existentielle. C'est que l'ego veut notre bonheur. Puis l'esprit veut notre bonheur. Des deux côtés, là, sauf que les deux ont des chemins différents. L'ego, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que l'ego va nous faire souffrir jusqu'à temps qu'on abandonne. Puis une fois qu'on a abandonné, c'est là où on va découvrir la paix intérieure. T'sais. Tandis que de l'autre côté, au niveau du chemin de la sagesse fait quoi? C'est abandonne, puis après ça, trouve la paix intérieure, puis par la suite, tu vas pouvoir réaliser ce que tu veux. Mais l'ego, c'est ça, c'est sa fausse représentation. C'est que il manque tout le temps quelque chose. J'ai besoin de ça. C'est jamais con. Ouais, je suis un éternel insatisfait. Fait que c'est le syndrome de l'ado, je le veux tout de suite. Here and now, de façon autrement. Ouais. Fait que c'est ça au niveau de l'ego. Fait que moi, je suis dans ma grosse crise existentielle, puis je suis qui, moi? Je suis vraiment perdu. Puis c'est ça, avec tous mes amis dans la vingtaine, il n'y a personne qui était là-dedans, dans une crise comme ça. Puis je me tenais avec des gens plus âgés, 40 ans, 50 ans. J'étais pour dire plus vieux, mais là, j'en ai 52. Je suis pas si vieux que ça. Mais non, tu cours encore des marathons. Ouais, mais à 23 ans, c'est comme, oh my God, je me tiens avec des vieux. Ouais, anyway. J'ai 23 ans. Puis, en thérapie, là, il y a eu quelque chose de vraiment extraordinaire qui s'est passé. C'est que c'est difficile de faire l'exercice d'introspection puis d'apprendre à se connaître. Par contre, c'est facile de le faire chez les autres. Sur les autres. C'est plus facile de faire l'inventaire des autres que le sien. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que le psychologue, ce qu'il m'a demandé de faire, c'est de faire une liste des 10 personnes les plus influentes dans ma vie. Fait que là, j'avais fait la liste des 10 personnes. Puis moi, je pensais d'arriver et d'expliquer pourquoi ces personnes-là étaient avaient eu une influence dans ma vie, alors que c'était pas ça qu'il demandait. C'est que, on va faire un tableau. Puis c'est que, qu'est-ce que t'aimes de ces gens-là? Qu'est-ce que t'aimes pas de ces gens-là? Oh my God, c'est tough, ça, là. C'est pas juste pourquoi ces personnes-là ont été influentes, mais c'est qu'est-ce que les gens... Pourquoi? Qu'est-ce que j'aime? J'avais mis ma grand-mère dans la liste. Puis ma grand-mère, qu'est-ce que j'aime de ma grand-mère? Qu'est-ce que j'aimais? Elle est décédée, mais qu'est-ce que j'aime de ma grand-mère? C'était sa capacité de nous accueillir. Elle avait un sens de l'accueil extraordinaire. Hey, on faisait
pendant le réveillon du jour le réveillon de Noël, il y a 25, 30, 40 personnes dans la maison, tout le monde est là, elle va voir tout le monde, elle parle avec tout le monde, elle s'assure que tout le monde a son petit drink ou son verre d'eau, son verre de jus, le popcorn qui coule qui est partout. T'sais. Fait que là, je dis, moi, c'est ça que je veux. Je veux être accueillant comme ça. Là, hein. Quand je reçois des gens, je veux vivre ce moment-là. Mais si je suis capable de le reconnaître, ben, c'est parce que je l'ai en moi. Ouais. Mais maintenant, c'est parce que mon ego ne me permet pas de pouvoir faire ça. Parce que je ne le maîtrise pas. Fait que là, c'est la théorie des petits pas, puis essai-erreur. Quand j'ai appris à marcher, là, j'ai pas commencé à courir des marathons tout de suite. Là. J'ai tombé, je me suis pété la gueule, puis j'ai eu des pocs dans le front pour apprendre à marcher. Mais c'était ça, dans le fond, c'est quand pour développer le jeu, j'ai besoin d'accepter le fait que je vais faire des erreurs. Puis un enfant qui apprend à marcher, il se pose pas la question, je vais-tu tomber, les autres vont-tu me juger, ils vont-tu rire de moi, je vais-tu avoir l'air fou, ils font juste le faire par instinct, ils tombent je sais pas combien de fois, puis ils se relèvent à toutes les fois. Exact. On perd ça, on dirait, en donné dans notre vie, hein, ben, quand l'ego rentre en ligne de compte. Là. Exact. Ben, l'ego nous protège. C'est pas de ça, faut pas, c'est dangereux! Non, c'est pas dangereux, c'est qui je suis. Ouais. Fait qu'il y a eu cette crise existentielle-là, j'ai fait ça, puis c'est de me permettre de vivre ce que j'ai à vivre. J'ai identifié plein de choses, j'ai identifié ce que je voulais pas. Puis, dans la crise existentielle, je vais résumer ça de façon super simple. Là. On a 4 questions à répondre. C'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce que je pense que les autres s'attendent ou ne veulent pas de moi? S'attendent de moi? Puis qu'est-ce que je pense que les autres ne s'attendent pas de moi? Okay. Puis les autres, c'est vraiment mis de façon générale. C'est d'aller, les autres, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est conjointe, c'est les clients, c'est mes relations, mes partenaires d'affaires. Fait que c'est 4 questions-là à répondre. Et c'est de retrouver l'équilibre au sein de ces 4 questions-là. Fait que maintenant, c'est que l'ego est rempli d'émotions, il est rempli de peur, il est rempli de crainte. Mais dans le jeu de qui je suis, c'est de laisser aller la charge émotive. Fait que maintenant, c'est que, OK, moi, je veux être accueillant. Je veux faire des... Non, je peux pas en faire, Mais... Là, je peux pas en faire, mais j'aime ça, accueillir, puis recevoir des gens. Maintenant, c'est que je suis maladroit là-dedans, parce que je l'ai pas fait. Mais j'ai accepté le fait que, OK, je peux faire des erreurs, ça va être une pratique jusqu'au jour où je vais réussir à maîtriser, d'être accueillant. Puis je vais avoir un super beau party, puis ça va être le fun. De ma grand-mère, je prends l'exemple de ma grand-mère, c'est pas arrivé du jour au lendemain, là, cette capacité-là. Elle l'a développée au fil des années. Mais moi, je regarde, puis je veux ça tout de suite. Mais je peux pas l'avoir tout de suite. C'est pas comme je vais aller sur Google Play ou App Store, puis je vais télécharger la personnalité de Luc Lévesque. Je vais prendre la version 9.2, puis il est accueillant là-dedans, puis c'est ça que je voulais. C'est pas de même que ça marche. Mais je pense qu'on est dans... moi, j'ai 33 ans, je veux dire, j'ai grandi, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas d'Internet. Là. Mais je pense que maintenant, la nouvelle génération, c'est encore pire, hein, parce que tout est accessible tellement rapidement, au bout de tes doigts. Fait que c'est plus dur à travailler sa patience dans ce temps-là. Oui, tout à fait. Ouais. Je t'amène sur ta deuxième crise, la crise matérielle. Ouais. Ça, c'est le fun, ça. Ah, je suis pas sûr. Oui, c'est le fun. Mais c'est ça, j'ai fait du développement personnel. De 92, j'ai appris qui je suis. En 96, je me lance en affaires. Puis, à un moment donné, les choses vont bien. Ça peut pas toujours aller mal dans la vie. Fait que les choses vont bien. Je connais du succès. OK, je suis pas le yogi de Wall Street. Je suis pas le moine qui a vendu sa Ferrari. Je suis pas là-dedans, mais je réussis bien. Je suis vraiment content, je suis satisfait. J'ai mon condo, j'ai 3 terrains. Je roule en Mustang hors décapotable. Je suis tout le temps habillé comme une carte de mode avec ma couette sur le côté, puis j'ai les cheveux longs. Chacun de voir des photos. Ouais. Fait que je suis dans le paraître au bout. J'ai complètement délaissé tout le développement personnel. Puis même si je suis conscient de ça, pour une raison que j'ignore, c'est fort probablement que c'est mon ego qui s'est manifesté de nouveau.
c'est que je tombe dans le matériel. Fait que là, je suis dans le matériel à la planche. Ça. Puis tu te rends-tu compte à ce moment-là? Parce que je veux dire, tu as quand même évolué, tu as fait du développement, tout ça, tu as cheminé, puis là, tu te ramasses en 2002, 2003, 2004 dans ces comportements-là. Est-ce que tu te vois aller? Est-ce que tu t'en rends compte? Que tu es dans l'excès? Ouais, non, pas du tout. C'est ça qui est merveilleux. Hein? C'est ça qui est fort. T'sais. Mais dans le fond, c'est un cercle vicieux, dans le sens où je travaille fort, je travaille 80 heures semaine, puis là, je me récompense. Fait, je fais de l'argent, mais j'ai jamais une scène. Je suis tout le temps au restaurant, 5 à 6 fois par semaine. Je me paye des voyages 2 fois par année. J'ai plein de bébelles. Puis, à un moment donné, je réalise, j'ai un paquet de bébelles. Fait que là, j'ai vendu ma Mustang. Puis là, je m'étais acheté un kit Hot Rod. J'ai mon Dodge Dakota orange avec ma moto orange. Les petits chars miniatures. Là. Non, alors là, c'est en vrai. Fait que les bébelles d'enfants, d'adultes, ils font juste ça. Grossir. Okay. C'est grossir. Fait que moi, je suis là-dedans. Fait que je suis dans le matériel à la planche à ce moment-là. Puis, je suis vraiment malheureux. Mais je comprends pas pourquoi je suis malheureux comme ça. Je reviens d'une soirée, si je me rappelle de la date bien précise, c'est le 28 novembre 2004, c'est un samedi. Je reviens d'une soirée avec des amis. Je m'en vais me coucher, j'arrive pas à dormir. Là, mais je me lève, je me fais une tisane à la camomille, je suis assis à ma table de cuisine, et puis je me mets à pleurer. Mais je sais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, cette affaire-là? Un si bon gars, un bon gars comme moi, qui a fait du développement personnel, Non, c'est qu'on oublie ça. Je pleure ma vie. Puis là, mais j'ai besoin de trouver un signe, une signification à qu'est-ce qui se passe. T'sais. Fait que je fais des appels, mais il n'y a personne qui répond comme à 11h30, minuit le soir. Puis, je suis dans ma bibliothèque, j'ai un paquet de livres, j'aime ça lire. Puis j'ai un paquet de livres, puis là, je prends des livres, puis là, je suis à la recherche d'une réponse, une solution, quelque chose. Puis là, je regarde, puis je lis un paragraphe, puis ça marche pas, puis je prends un autre livre, puis je lis le paragraphe. Puis à un moment donné, je prends un livre qui dit quelque chose comme que j'ai délaissé le développement personnel, puis le matériel a pris le dessus. Oh my God, c'est exactement ça! T'as eu ta réponse dans le face. Fait que, tout ce que j'avais fait au niveau du développement, j'ai tout mis ça de côté. Puis là, mais je me définis par quoi? Je me définis comme étant personne en affaires. Je me définis le sondeur. 22e plus grosse boîte au Québec. C'est vide de sens. Ben oui. C'est vide de sens pour moi. C'est pas ça que c'est le moi encore qui s'est manifesté. Qu'est-ce que je suis? C'est le je sais pas c'est quoi le je. Fait que j'entreprends à ce moment-là de faire du ménage. Puis j'ai fait des ventes de garage, je me suis débarrassé de mes bébelles, j'ai vendu mes terrains pour qu'ils... Puis, tu sais, ma moto, je l'ai vendue. J'ai acheté le terrain à Casabazois, qui est devenu ma résidence secondaire par la suite. Fait que c'est un super bel investissement. Mais c'est le mindset entrepreneur qui a changé aussi. Dans le sens que je fais de l'argent, je me récompense, je fais que j'ai jamais d'argent. C'est ça, ben oui. Ouais. Tandis que là, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé, OK, c'est correct, je vais faire de l'argent, mais je vais arrêter de dépenser, puis je vais investir. Mais oui, j'avais des investissements qui étaient faits, mais c'était vraiment minime, boboche. Là. C'est comme, je suis obligé de faire des investissements, puis je vais en faire. Mais là, j'ai vraiment commencé, le mindset entrepreneur, puis pour tout délaisser. Parce que c'est ça que je disais tantôt, qui est vraiment particulier, c'est que je suis à la recherche d'un bonheur dans le matériel, puis je ne le trouve pas, le bonheur. Le matériel m'amène à être malheureux. Puis le jour où j'abandonne, ben il s'est passé quoi? La richesse a commencé à arriver. C'est complètement fou. Puis des fois, j'explique ça au niveau du coaching, puis là, les gens me regardent. Ils ne comprennent pas, parce que c'est pas tangible, c'est pas du tout. Un mindset d'abondance, on peut essayer de l'expliquer, mais c'est pas tangible, tu sais. Mais c'est quand tu laisses aller certaines choses que tu fais de la place à d'autres choses. Exact. Et là, je me retrouve dans cette situation-là, puis c'est que j'arrête de dépenser, j'arrête de me récompenser, j'arrête de travailler 80 heures semaine aussi, je remets beaucoup plus d'équilibre au niveau de ma vie, la course à pied que j'avais complètement délaissée,
Je reviens au niveau de la course à pied, je recommence à m'entraîner. J'étais rendu obèse, j'avais un problème de cholestérol, problème de diabète, problème de sucre, problème d'hypertension aussi. J'ai réussi à tout corriger ces éléments-là, ces affaires-là, en ayant une meilleure santé, en retrouvant l'équilibre de vie. Puis, à la blague, ce que je dis, c'est qu'un mois plus tard, j'ai rencontré mon épouse, j'ai rencontré Nathalie, puis elle a la meilleure version de moi. Oui, ben c'est vrai. C'est vrai. C'est carrément tu n'étais ça. peut-être pas prêt à donner le meilleur de toi, justement. Exact. Fait que tu t'es quand même reviré sur un 10 sous, là, pour faire un jeu de mots plate avec l'argent, mais ça s'est fait assez drastiquement, là, ta crise au mois de novembre 2004, puis tu as eu un éveil spirituel, si on veut, là, par rapport à ça. Exact. Fait que tu as tout changé ton mindset par rapport à l'argent, au matériel, tout ça. Puis après ça, tu as eu en 2015 ta crise spirituelle. Ouais. OK. Fait que, ouais, ça c'était vraiment solide. Parce qu'encore une fois, tu sais, c'était en 2004, bon, par la suite, 2006, je ferme l'entreprise. Ça va bien, j'ai une super belle vie, je cours des marathons. Il y a une année, je pense, j'ai fait comme 30 demi-marathons dans l'année. Ouais. Puis quand même à un bon niveau, il faut le dire. Là. Tu t'es qualifié aussi pour Boston, là, pour ceux qui connaissent un petit peu la course à pied. 2014. Ouais, c'est un des marathons les plus prestigieux. Là. Puis ça prend... faut courir vite pour se qualifier pour aller à Boston. Ouais, tu l'as fait en 2014. Ouais. En 2014, je fais partie de l'élite amateur au niveau des marathons. Parce que pour être à Boston, c'est qu'il faut que tu sois parmi les meilleurs au monde dans ton groupe d'âge. Ouais. Fait que c'est pas de l'ego, c'est un fait. Ouais, c'est ça. Puis c'est un marathon en bas de 3h20 dans ta catégorie d'âge pour se qualifier? Mais à ce moment-là, je devais faire 3h25. J'avais fait 3h18,59. Ce n'est pas 3h19. Wow. Ouais, non, c'est ça. Les secondes sont importantes. Ouais. C'est pas 3h18 non plus, mais c'est quand même 3h18,59. C'est très vite. Ouais. C'est un bon marathon. C'est 4,42 au kilomètre. Là. Ouais, c'est vite. Pour ceux qui connaissent la course, en bas de 5 minutes pendant 3h18, là, c'est vite. Ouais, c'est un marathon en 22 minutes. Ben, c'est pas un marathon, c'est un 5 km en 22 minutes 30 secondes environ. Ouais. 8 fois. Ouais. Plus un petit 2 km. Plus le 2. Il est dur, celui-là. C'est les plus durs, hein. C'est vraiment dur. Les 2 derniers kilomètres, là. Aïe, la langue à terre, puis... Ouais. Mais c'est vraiment des habiletés transférables. En tout cas, je suis encore faire un aparté, là, mais je vais revenir. Laisse aller. OK, merci. C'est vraiment des habiletés transférables parce que sur les derniers moments, au niveau d'un kilomètre, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'ai mal partout. Chaque pas fait mal, puis j'en fais 180 à la minute. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Fait que d'avoir cette capacité au niveau de la tolérance à la souffrance, cette capacité aussi de dire dans l'adversité que même si c'est difficile, c'est tough, ça fait mal, je vais continuer quand même. Mais c'est la même chose que je vis en affaires. Puis, en affaires, il y en a plein de monde qui vivent ça aussi. Là. Je suis pas le seul là-dedans. Mais en affaires, c'est qu'il y a c'est pas toujours jojo. Il y a des bouts, là, c'est difficile. Je me pose la question, pourquoi je fais ça un matin? Pourquoi je me lève un matin? Puis c'est justement ce qui m'est arrivé en 2015. Fait que là, j'achète l'entreprise. Puis, je suis à fond dans l'entreprise. Mais là, tout mon vieux pattern est revenu. Fait que là, je travaille 90 heures, on va dire ça, entre 80 et 100 heures semaine. Je suis coach en affaires, qualité de vie. Ouais, c'est zéro. Oublie ça. Fait que moi, je travaille comme ce que je dis et non ce que je fais. Là. Exact, c'est ça. Fait que je travaille comme un défoncé. Je fais... je suis impliqué dans toutes sortes de choses. Là, encore une fois, je sens ça monter. Je suis vraiment malheureux. Là, j'ai plus de vie. J'ai de la difficulté à courir. J'ai vraiment pas de fun. Wow, j'ai donné un coup. Fait que j'ai vraiment pas de fun, là. Puis il se passe quoi, c'est que je fais une grosse crise, là. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai acheté l'entreprise? Pourquoi j'ai investi là-dedans, là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Qu'est-ce que je comprends pas de la vie? T'sais? Puis là, c'est pas que je suis dans le matériel puis je me récompense. J'ai juste plus de vie. Ouais, t'as même pas le temps de... Alors, fait que j'ai cette réflexion-là sur moi-même, puis c'est que comment je dirais ça? Le futur. Fait que mon but, mon objectif, vers où je veux m'en aller, est redevenu mon quotidien.
Fait que moi, je suis plus connecté au moment présent du tout. Je suis dans les attentes, les aspirations. T'sais. Encore une fois, je me plains. Un si bon gars comme moi, comment ça se fait que je réussis pas à atteindre les objectifs de vente que je me suis fixés, puis qu'est-ce qui se passe, t'sais. Mais je suis pas là, je suis pas connecté, je suis même plus... je suis dans une relation de vente, tu sais comment ça se passe, puis je suis même pas à l'écoute de l'autre. Mm. My God! C'est la base de la vente, hein? Ouais. C'est à l'écoute, de poser des questions, de comprendre les besoins. Hein? Exact. Fait que c'est sûr que je vends pas. Ouais. Je suis même pas connecté, je suis même pas à l'écoute de l'autre, j'ai juste du par cœur mon pitch, je fais mes affaires, fait que ça fonctionne pas. T'es sur le cruise, là. Exact. Fait que là, je suis comme une machine, un robot. Je fais rien que répéter qu'est-ce que j'ai appris. Mais je suis pas connecté au moment présent. Ces 3 crises-là, qui est la crise existentielle, fait qu'au départ, on devient humain dans cette crise existentielle-là pour apprendre à être qui on est. La crise matérielle, c'est que je deviens un avoir humain. Fait que je possède des choses, puis parce que je possède, ça me définit en tant qu'être humain. Puis la 3e crise, qui est la crise existentielle, c'est là où on devient être humain. Fait que l'ego, j'ai réussi à atténuer l'impact de mon ego parce que c'est une bataille d'une vie et non pas parce que j'ai lu un livre, j'ai écouté un podcast, puis tout d'un coup, je sais comment ça marche. Là. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un combat au quotidien. Moi, j'ai lu le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle en, je sais pas, 2016-2017. Je pensais que j'avais tout compris, là, puis que j'étais éveillé. Puis... c'est vraiment un bon livre. Non, c'est un super bon livre. Là, je me fais le cadeau à toutes les années de le relire. C'est vraiment un bon livre, mais c'est ça, c'est un travail au quotidien, là, de se ramener dans le moment présent. Félicitations de relire les choses, parce que justement, moi, ce que je vais relire des livres que j'ai déjà lus, puis dans ma relecture, je comprends des nouvelles affaires. Parce que j'ai besoin d'avoir une base pour comprendre ce qu'on me transfère. Fait que là, je retourne, je transfère une compétence. Dans le livre, il transfère une compétence. Mais pour réussir à transférer cette compétence-là, c'est que j'ai besoin d'avoir une base. J'ai besoin de pouvoir l'identifier. J'ai besoin de savoir, c'est quoi cette compétence-là, comment je peux l'utiliser dans ma vie. Mais si je n'ai pas cette base-là, on a un beau... à un moment donné, moi, j'ai lu Carl Jung. J'ai dit, c'est super facile. J'étais allé le relire. Oh my God, je comprends rien. C'est bien plus compliqué. Mais oui, mais c'est parce que la première... C'est du gros stock, là, ça. Oui, ça va bien tard. Mais la première fois que je l'ai lu, j'ai pas les aptitudes nécessaires pour comprendre. Mais là, je l'ai relu. Je dis, c'est vraiment intense. Il a compris quelque chose d'extraordinaire, avec le conscient, l'inconscient, le persona, l'archétype, le conscient, l'inconscient collectif. Fait que là, je suis encore en train de déraper. Ça m'arrive souvent. Ça. Je te dis, là, je peux t'écouter parler pendant des heures. Mais... ouais, c'est ça, si on revient à ta crise spirituelle. Ouais, au niveau de la crise spirituelle, puis que c'est par la suite, c'est que j'ai entrepris de faire encore du ménage dans ma vie, d'avoir une vie plus équilibrée. Puis justement, au niveau des 4 questions, c'est qu'est-ce que je veux? Fait qu'il y a une charge émotive. Fait que, je te dirais, l'ego a fait en sorte que de me faire croire que c'était dangereux, que du fait que je me sois relancé en affaires. Que j'avais peut-être pas, c'était le syndrome de l'imposteur, fait que j'ai pas tout ce qu'il faut pour me lancer en affaires, alors que l'ego étant une fausse représentation de moi, fait que mon ego me dit que je devrais être là, mais en réalité, je suis là, puis là, je me concentre sur ce que j'ai pas, Fait que parce que je suis là, puis il y a plein de monde qui vivent ça au niveau des affaires, fait que je devrais être là, je suis là, je suis pas capable, Fait que là, il se passe quoi? Fait que je tombe dans des jeux de manipulation. Fait que je vais demander à quelqu'un qui va m'aider, qui va faire ça. Puis là, mais ça va me permettre, j'ai pas besoin de développer cette aptitude-là. Puis c'est pas ça pantoute. Fait que d'atténuer l'impact de l'ego, c'est quoi? Puis je l'ai emmené parce que c'est vraiment super intéressant. Danny Dubé, il dit exactement ça, dans cette partie-là. Il parle de Patrick Roy, le gardien des Canadiens de Montréal. Parle dans le livre, que c'est pas le meilleur gardien, que c'est pas celui qui avait le meilleur talent. Par contre, il y a une discipline de faire. Le gars, il est obsédé par son entraînement. Il répond présent à chaque jour,
mais dans le talent qu'il a, il va le maximiser. Puis parce que je réussis, tu sais, je suis là. Mais parce que je suis là, parce que je vais maximiser mon talent, parce que je vais devenir la meilleure personne, la meilleure version de moi-même, bien, ça va faire en sorte que je vais performer pas mal plus que d'autres personnes vont réussir à faire. Tu sais. Des gens qui vont suivre peut-être juste à leur talent et non à leur éthique de travail. Exact. Tu sais, mon ego fait ça. Tu sais, je regarde, puis là, je me dis, oh, tabarnak. Communication, là, les autres, ils l'ont, lui, il l'a. Tu sais. Moi, je ne l'ai pas. Tu sais. Non, c'est pas vrai. Tu sais. Fait que je l'ai, mais je ne l'ai pas peut-être à ce niveau-là. Par contre, ce que j'ai la capacité de pouvoir le maximiser. Mais j'avais déjà ce bagage-là au niveau du développement personnel, mais il était enseveli. Ouais, c'est carrément ça, tu sais, parce que mon ego me faisait accroire. Fait que j'avais accepté toutes les charges émotives de peur, d'insécurité, tout ça. Puis la crise spirituelle, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est que j'ai accepté de m'abandonner à la vie. OK. Ouais. C'est bien dit, ça. C'est carrément ça. T'sais. C'est pas ce que j'avais fait. Au début, c'était pas ça que j'avais fait. La crise matérielle, c'était pas ça. J'ai repris le contrôle. Mais là, je suis un mauvais gérant de moi-même. C'est facile de gérer les autres, de gérer soi. Donc, je me suis abandonné. J'arrête ça là, c'est correct. Je vais abandonner. Peu importe ce qui va arriver, j'ai tous les outils nécessaires pour faire face à la vie. C'est un méchant bon feeling à avoir, ça, quand tu as cette conviction-là. Là. Tu n'es plus dans la peur, dans la crainte. Là. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les ventes ont commencé à arriver. Pourquoi? Ben, c'est une question d'attitude. Fait que j'avais pas la bonne attitude. Puis là, mais j'arrive, je me présente auprès d'un client. Tu es supposé d'être un coach. Le gars, il est stressé, il est pas à l'écoute. C'est comme ça vend pas. Ben non. C'est sûr. C'est pas compliqué. Ben non. Ouais. Fait que là, mais j'arrive, je me présente auprès d'un client. Je suis connecté, je suis là, je comprends exactement. J'ai toute cette hypersensibilité, cette vulnérabilité que j'ai en moi, ben, fait en sorte que je suis capable de saisir l'autre. OK, je comprends ce que tu vis. Je vais t'expliquer qu'est-ce que tu vis. Wow, c'est exactement ça, Luc. Comment t'as fait? Hein? OK, j'ai des aptitudes. Mais je vais prendre ces aptitudes-là puis je vais les maximiser. Je suis peut-être pas... Ben, je sais, je ne suis pas le meilleur dans mon domaine. Par contre, avec les aptitudes que j'ai, ben, ça va faire en sorte que je vais devenir le meilleur dans mon domaine. Je sais pas si tu comprends, c'est de la nuance. Un petit peu. Peux-tu élaborer un peu? C'est-à-dire que, si je prends l'ensemble de tout ce que ça prend pour être coach, je pourrais dire que j'ai pas tout ce qu'il faut pour être coach. Par contre, qu'est-ce que ça Sur prend? papier, mettons, les diplômes, puis j'ai pas fait... j'ai pas toutes les études nécessaires. Fait que c'est ça le syndrome de l'imposteur. Maintenant, c'est que pour être coach, c'est quoi? Ben, c'est la capacité, c'est l'écoute. Hein? C'est le développement personnel. C'est comment je peux aider une personne quand je transfère une connaissance, à l'aider à mettre des choses en pratique, à reconnaître ce que la personne vit. Et ça, je suis c'est comme 150% là-dessus. Ben oui. Je suis capable d'identifier, je suis capable de mettre le doigt, je suis capable de mettre des mots sur l'émotion que mon client vit. Fait que je dis, c'est ça que je vis, je ne l'avais pas. Je l'avais pas vu. Ouais, tu le fais avec moi des fois, là, ouais. t'es capable de me dire, de mettre le doigt dessus. Exact. Ouais. Mais c'est une super bonne aptitude à avoir parce que je vais dire, tu coupes dans le gras dans le sens que tu t'en vas directement au problème. Là. Exact. T'es pinpoint dessus. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça, je dis que ce que j'ai, le talent que j'ai, je l'ai maximisé au maximum. C'est ce talent-là que je vais utiliser pour faire en sorte que je vais devenir la meilleure version de moi-même, la meilleure version en tant que coach. Ben oui, parce que si tu es à ton maximum, toi, si tu es la meilleure version de toi-même, tu vas être en mesure d'aider tes clients à un autre niveau aussi. Là. Exact. Puis la plupart des gens pensent que une fois que ces 3 crises-là sont faites, c'est comme j'ai complété, ma vie est faite. Non, il n'y a pas de ligne d'arrivée dans la vie. C'est qui disait ça? C'est comment il s'appelle? John Maxwell. John Maxwell. Ouais. Je suis en train de le relire, justement. Ouais. Ah, il est écœurant, lui. Ah, il est vraiment bon.
on l'avait vu quand j'avais été à Miami en 2019 à la conférence de Grant Cardone, il était là. Puis il disait, ouais, il y a pas... ça m'avait marqué. Il dit, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est vrai, on se met des buts, des objectifs. Exact. Tu sais, que ça soit au niveau de la famille, financier avec le travail, peu importe, courir un marathon en 3h18. Mais une fois que ça c'est fait, ben après, qu'est-ce qui arrive après, tu sais? Ouais. Fait qu'il n'y a jamais de ligne d'arrivée. On continue à évoluer tout le temps. Exact. Ça m'avait vraiment resté, cette phrase-là, ouais. Puis c'est lorsque ces 3 crises-là sont vécues, c'est là que le party commence. Fait que les 3 crises, là, c'est uniquement les préliminaires. OK. Là, ce qu'on arrive, là, après ces 3 crises-là, c'est là que... je vais aller là-dedans. Là. C'est du Carl Jung. C'est comment je réussis à être conscient. Parce qu'avant, tu sais, c'est que je suis inconscient. Fait que les 3 crises ont fait quoi? Les 3 crises ont diminué mon inconscient. Fait qu'avant, il y a des choses, tu sais, comme je l'ai mentionné tantôt, je suis pas conscient de ce que je vis. Tu sais, j'ai toute la connaissance nécessaire. Ça faisait comme 25 ans que je fais du développement personnel. J'étais encore tombé dans le même bateau. Mm. Pourquoi? Parce que je suis pas conscient. Tu sais. Parce que je suis pas connecté. Puis c'est ça, cette crise-là qui manque, la crise spirituelle. La crise spirituelle, ce n'est pas de devenir des fous de Dieu, c'est d'avoir le contact conscient avec soi-même. C'est ce qu'Eckhart Tolle, tu sais, dans la puissance du moment présent. C'est ce qu'il dit dans Nouvelle Terre, c'est la même chose. Il est vraiment fort, Eckhart Tolle. Fait que c'est d'en arriver à être conscient avec soi-même. C'est d'être connecté. Puis constamment, tu sais, il se passe quoi? Tu sais, c'est que dans Ah, j'ai eu 2 idées en même temps. Là. Je vais me concentrer sur une. Il va falloir que je te réinvite pour un 2e épisode, peut-être. Là. Okay, On a tellement de temps. Ouais. Mais tu sais, d'être conscient, c'est-à-dire quoi? C'est que je suis en même temps l'acteur de ma vie, mais je suis en même temps le producteur. Tu sais. C'est-à-dire que j'agis et je m'observe en même temps. Fait que c'est ça, cette capacité-là d'être conscient. Fait que m'observer, c'est-à-dire, je fais quoi? Mais je vais prendre conscience de ce que je suis en train de faire. Puis, je vais réaliser en cours de route, est-ce que ce que je suis en train de faire va m'emmener dans la direction où je veux aller? Ben, je vais arrêter tout de suite. Là. C'est ça le chemin de la sagesse. T'sais. La sagesse, c'est d'avoir le courage de prendre conscience de ce que je suis en train de faire, puis d'éviter d'aller jusqu'au bout. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont super tenaces. Ils vont avoir la capacité d'aller jusqu'au bout, qui ont de la détermination et tout ça. Mais j'ai beau aller, puis des fois, c'est comme le hamster qui est dans la roue. Là. Ça fait rien spinner, ils font du sur-place, ils bougent pas. Ils sont entrepreneurs, ils sont déterminés, ils foncent dans le mur, ils ont du sang d'un dent. Moi, je suis un entrepreneur. T'sais. Non, c'est pas ça être entrepreneur. T'sais. Il y a une grosse culture, là, les termes, c'est le grind, le hustle, là, le work hard, de travailler des heures de fou, puis d'être dans, c'est workaholic un peu, là, d'être dans cet excès-là. Comment tu fais maintenant, parce que tu l'as été un peu, hein, workaholic, à 80-100 heures semaine, tu te qualifies, là. Puis comment tu gères maintenant ça, parce que clairement, tu as un bel équilibre aujourd'hui, là. Ouais. Ben, l'équilibre. Il y a 2 mots-clés. T'sais. Ça existe-tu, l'équilibre? Ouais. Selon toi, ouais. C'est équilibre et autodiscipline. OK. Ça, c'est... Motivation, c'est de la bullshit. Là. J'ai non, aucun problème de pouvoir le dire. Hein. Fait que c'est pas parce que je suis motivé que je fais des choses, c'est que j'ai la discipline. Puis mon désir profond, c'est de maintenir une vie équilibrée. Fait que je vais parler un peu de ma routine. Fait que moi, je me lève le matin. Là, c'est que je prends soin de mon chien. Je prends une marche avec mon chien. Puis après ça, je fais des lectures. Je fais une lecture. Puis j'aime bien les pensées quotidiennes. Puis la plupart du temps, les gens me demandent quel genre de pensée quotidienne. C'est pas important au niveau de la pensée ou qu'est-ce qui est lu le matin. C'est beaucoup plus la méthode que j'utilise par la suite qui est importante. Il y a une panoplie de livres sur des pensées, 365 pensées. Puis on pourrait passer le reste de notre vie à lire ces différents livres-là. Fait que c'est pas important au niveau du livre. C'est vraiment faire la lecture. Puis une fois que je fais la lecture, j'ai un moment de méditation. Fait que là, au niveau de la méditation, c'est qu'est-ce que je viens de lire. Là. Ça fait que comment j'ai
mis ça en pratique dans ma vie. T'sais. Puis comment je peux le mettre dans ma pratique, comment je peux le mettre en pratique aujourd'hui. C'est puissant, ça, de lire. De lire, c'est une chose, mais après ça, qu'est-ce que j'ai compris de ce que je viens de lire, puis comment je peux l'appliquer dans ma vie. Exact. Moi, il y a une époque, je lis quand même encore beaucoup, mais à une époque, je lisais vraiment de façon disciplinée, mais comme vraiment beaucoup, mais je me rendais compte que je lisais, mais souvent, je comprenais pas ce que je lisais. Je faisais juste lire pour lire. Ouais. Une année, je m'étais dit, OK, je vais lire 52 livres, un livre par semaine, tu sais. Wow. Puis j'ai dû finir à 48, 49. Mais pour moi, on dirait que le chiffre, le nombre de livres, c'était peut-être plus important que... Fait que là, je lisais des livres, des fois, qui m'intéressaient correct, mais que je faisais juste lire. Puis là, des fois, je trouvais pas ça bon, puis genre, je vais le finir, tu sais. Je m'étais comme mis cette pression-là. Puis j'ai changé un petit peu mon mindset par rapport à ça, mais c'est vraiment important. Tu lis, mais qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu comprends, puis comment tu peux l'appliquer dans ton quotidien, peu importe le... Parce que ça, c'est de l'auto-coaching, tu sais, ce que je mentionnais tantôt, formation, coach. J'ai une compétence qui m'est transmise, une connaissance, mais c'est pas le fait de transmettre la connaissance qui est important. C'est comment je la mets en pratique. Fait que moi, je fais cette réflexion-là à tous les jours. Presque à tous les jours, ça arrive une fois de temps en temps, je l'oublie. Je vais être honnête. Là. Une fois de temps en temps, je l'oublie. Mais presque à tous les jours. Fait que je fais la lecture. Puis là, par la suite, c'est que je fais la réflexion, comment je pourrais mettre ça en pratique aujourd'hui. T'sais. Puis à la fin de la journée, ben, je fais un bilan. De mon côté, moi, je considère que la vie, c'est un apprentissage continu. Fait que qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Fait que je fais un bilan de mon apprentissage. Fait qu'avant d'aller me coucher, je fais de la réflexion, encore une méditation. Là, j'ai appris quoi aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui me disent « Hey, je vais me coucher moins niaiseux. » Tu devrais te coucher moins niaiseux à tous les jours. Ouais. À tous les jours. Ouais. La vie, c'est un apprentissage. Tu l'as mentionné tantôt. Dans les années 70, là, le degré de connaissance qui était transmis, c'était quand même c'était bien. T'sais. Mais c'était pas aussi vite qu'est-ce que c'est présentement. T'sais. Le niveau de connaissance, je pense qu'en 2022, c'est la capacité de transmettre de l'information qui est hyper rapide. J'ai accès à tout. Tu penses que c'est trop des fois, qu'on est trop submergé d'informations, qu'on ne sait plus où regarder? Puis... Ben, c'est pas que c'est trop, c'est qu'il y a une mauvaise utilisation. T'sais, on a dans notre main qui s'appelle le téléphone intelligent, l'outil le plus puissant qui a jamais été développé pour la transmission de la connaissance, puis on l'utilise pour regarder des vidéos de chats. Hey, je sais pas combien de fois tu m'as dit ça là, puis à toutes les fois je trouve ça drôle, mais c'est... Ah, c'est ça la réalité, ouais. C'est vrai. Ouais. Mais moi, j'utilise mon téléphone de façon différente. Fait qu'à la fin de la journée, fait que je fais quoi? Je fais un bilan de l'apprentissage. Je veux absolument me coucher moins niaiseux. Fait que j'ai appris quoi aujourd'hui? Puis aussi... Excuse, je t'interromps. Tu fais-tu la méditation guidée ou non? Puis la méditation guidée, la méditation, c'est vraiment de la pleine conscience. Fait que je prends conscience de. OK. Ouais. Fait que pas avec une application, là, c'est vraiment toi avec la lecture que tu viens de faire ou avec la réflexion que tu as eue par rapport à ta journée, tu vas méditer là-dessus. Regarder les pensées qui viennent. Exact. Sans les juger, c'est important. Exact, c'est ça. Fait que faire la pleine conscience pour justement réussir à intégrer. Prendre conscience de que je suis dans le moment présent, prendre conscience que je suis connecté, prendre conscience de ce que je vis, prendre conscience de mes pensées. Puis comment je peux mettre en application ce que je viens de penser ou ce que je viens ce qui a sorti de mon cerveau. Ouais. C'est ça, souvent j'entends des gens parler de méditation, puis j'ai de la misère à méditer, moi, parce que j'arrête pas de penser à plein d'affaires, je suis pas capable de me concentrer sur ma respiration parce que je pense que je vais manger pour souper ou tu sais, peu importe, mais c'est ça aussi la méditation, c'est de laisser les pensées venir, de les accepter sans les juger, juste de les laisser aller, tu sais. Exact. Fait que Puis qu'à la fin de la journée, je fais cette réflexion-là. Puis après ça, ce que je fais, c'est que moi, je veux faire la lecture, je veux lire 10 à 12 livres par année, c'est ça qui est mon objectif. Et je me couche. Je suis un gars qui se couche tôt, puis je vais faire un aparté là-dessus tantôt aussi, pour le sommeil. Fait que, dans le processus de deuil, je vais en parler. Puis, fait que je suis couché là, entre 8h30 et 9h. Puis, je fais de la lecture. Fait que de 9h à 9h30, je fais de la lecture. Puis par la suite, là, je m'endors. Je me réveille à 6h, puis la routine recommence. Je vais aller courir, j'ai mes entraînements, j'ai ma planification de ma journée, je fais ce que j'ai à faire.
c'est ça l'équilibre de vie. Moi, je fonctionne, j'ai plein de blocs, là. J'ai plein de rendez-vous avec moi-même dans mon agenda. Des moments pour la lecture, des moments de réflexion. C'est important d'avoir ces moments-là. Tu sais, souvent, on entend j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de bien manger, j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps de lire parce que tu sais, on va passer 1 heure à scroller sur notre téléphone ou tu sais, à être pris dans des conversations inutiles, tu sais, à jaser au téléphone pour rien dire ou tu sais, peu importe le temps qu'on peut perdre là, dans une journée. Fait que c'est juste une question de priorité. Exact. Puis ça, c'est quelque chose que je remarque de toi, c'est que tes priorités sont claires puis tu es très constant dans tes... Merci. Ben, tu es discipliné, mais tu es très constant. Fait que ça, c'est quelque chose d'important, surtout en affaires. Oui. Mais l'aspect en affaires, tu sais, la semaine passe, puis dans le coaching, ben, je me donne beaucoup. Ce qui fait que je finis ma semaine, je suis fatigué. Fait que là, mais le vendredi soir, j'ai besoin de recharger mes batteries. Fait que j'ai donné, je veux recevoir aussi. Sinon, ben, à un moment donné, je vais être vide. Je serais juste plus capable de donner. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben, je prends mon téléphone, puis là, je vais écouter des TED Talks, je vais écouter des conférences, des audiobooks, puis parce que faire de la lecture, ça demande quand même un certain niveau d'énergie, puis à ce moment-là, je ne l'ai juste pas le vendredi soir. Tu vas écouter le podcast Soulman, là? Oui! Ça va te faire une nouvelle activité à faire le vendredi. Excellent. Oui. Ben, je me suis abonné à la chaîne aussi là, de Instinct. De Pascal, Instinct Fondateur, qui produit le podcast d'ailleurs. Je vais aller voir ça. Ben oui. J'ai cherché ta chaîne YouTube, j'ai pas trouvé, mais pas vraiment qu'elle... Elle s'en vient. Là, on enregistre ça aujourd'hui, on est le 5 janvier. L'épisode devrait sortir en février. Mais le premier épisode va sortir la semaine prochaine, jeudi, qui va être le 13. Wow. Fait que le 13 janvier, ça va être le premier épisode. Excellent. Ouais, c'est ça. Fait que le vendredi, tu vas recharger tes batteries avec du contenu audio. Ouais. Fait que là, j'écoute... Il y en a plein de conférences. Est-ce qu'il y en a trop? Des fois, il y a des affaires, c'est vraiment de la bullshit. Là. J'ai pas peur de le dire. Il y a des coachs, c'est du dorlotage d'ego. Puis c'est comme c'est facile de payer quelqu'un qui va te dire ce que tu veux entendre. Fait que c'est pas mon cas. Non, ça c'est vrai. Mais je vois des affaires parce que c'est des jeunes coachs qui... Je veux pas juger, là, je vais pas aller là-dedans, excuse-moi. Okay. Mais je vois des choses, puis je me dis, oh my God, okay. C'est du dorlotage d'ego. Mais effectivement, c'est pour réussir à trier dans tout ce qui sort, comme au niveau des différents types de conférences. Il y a des conférences qui sont vraiment extraordinaires que je vais réécouter à maintes reprises, puis je ne m'étonnerai jamais. Mais à chaque fin de semaine, puis ce qui est merveilleux avec YouTube, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à écouter ces conférences-là, c'est que YouTube m'en suggère. Puis là, il y a des fois, où je vais aller dans cette direction-là. C'est comme... Mais je pense que c'est en 2018, 2017, en tout cas, il y a quelques années de ça. Fait que j'écoute une conférence de Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba, qui dit You need to train your brain. Hey, c'est correct. Je sais qu'il faut entraîner son cerveau, mais je fais ça comment? C'est les boys, là. C'est la dureté mentale. Ah ouais. Je fais ça comment, entraîner mon cerveau? Fait que là, je cherche là-dedans, puis mental toughness, toutes sortes d'affaires, puis il n'y a absolument rien qui sort. Il y a plein de cochonneries qui sortent, puis à un moment donné, j'abandonne. Je suis correct, là, je vais aller dans une autre direction. Puis, je suis en train d'écouter d'autres vidéos et je scroll, puis je vois YouTube qui me propose David Goggins. Je savais que tu c'est merveilleux. Hey, ça, c'en est un, je me tente pas de l'écouter. Puis je dis, oh my God, c'est exactement ça. Puis j'en parlais des habiletés transférables, mais ce que je vis au niveau de la course à pied, ça se transfère en affaires. Fait que toute cette dureté mentale-là, comment je réussis à entraîner mon cerveau, c'est en faisant de l'exercice. Des fois, c'est extrêmement difficile. Ça me tente pas, là. Là, il fait beau en janvier, mais il y a des fois, là, sortir, là, il y a 12 pouces de neige, là, il fait moins 35, puis je m'en vais courir. Non, ça me tente pas. Non. C'est pas la motivation qui fait en sorte que je sors dehors.
C'est quoi? C'est l'autodiscipline. Mm. C'est parce que mon but, mon rêve, ma capacité de me réaliser fait en sorte qu'elle est beaucoup plus forte que uniquement la motivation ou le sentiment que je suis en train de vivre, le sentiment négatif ou l'émotion qui a jailli quand j'ai regardé toute la neige. Je me dis, on va faire je cours dans la rue, les trottoirs ne sont pas dégagés. Ben oui, puis c'est au-delà de l'activité physique, parce que tu pourrais te dire, ben, je ne suis pas un athlète olympique, je ne suis pas un professionnel, un coureur professionnel, pourquoi je m'inflige ça? Mais c'est qu'après, une fois que ça c'est fait, tu as couru 1 heure et demie dans la neige à moins 30. Après ça, le reste de ta journée, là, il y a des bonnes chances que tu ne t'attendes pas sur des niaiseries. Là. On dirait que ton seuil de tolérance il a monté. Exact. Puis tu es prête à affronter peu importe ce qui va arriver dans ta journée. Là. Exact. Fait que c'est plus que juste un entraînement physique, là, on le sait. Oui, tout à fait. Mais non seulement je ne suis pas un athlète olympique, mais moi, je paye pour faire participer au marathon. En plus, oui, c'est ça. On paye des centaines de piastres pour aller souffrir pendant. C'est ça, j'ai payé pour ça. Heures. Ouais. Oh my God. Ça dos un peu, mais. Ouais. Je me fais même pas payer pour faire ça. Mais c'est vraiment des habiletés transférables. Puis en écoutant David Goggins, Mental Toughness, puis que l'homme le plus tough au monde, que j'ai appris des choses. Puis je me suis inspiré de ses entraînements, puis j'ai mis ça en pratique, toute cette philosophie. Il est vraiment extrême. Là. Je suis pas capable d'aller jusqu'à de le suivre à 100%, mais c'est super intéressant ce qu'il fait. Mais c'est correct qu'il y en ait des extrémistes comme ça, parce que tu dis, ben si je fais 10, 15, 20%, peu importe de ce que lui fait, mais je suis déjà en avant d'où j'étais hier, là, tu sais. Exact. Si on peut aller chercher un petit peu de chacun, implémenter ça, puis David Goggins, quand je l'ai découvert aussi, ça m'avait fessé. Puis lui puis Nick Bare, là, c'est pas mal les deux là, au niveau de l'entraînement, de la constance, de la discipline qui vont m'inspirer beaucoup, là. Je sais pas comment il fait pour réussir à courir. C'est le 1000 en 6 minutes puis bencher de la façon qu'il fait. Nick Bare, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Écoute, mais ça fait des années puis des années là, que la base est là, tu sais, la base de son cardio puis de sa force, mais. Exact. Mais tout ça, c'est des beaux modèles. Puis je retourne à cette capacité-là. C'est qu'il me transfère des compétences. Mais l'aptitude que j'ai à développer, c'est comment je réussis à mettre en pratique cette compétence-là dans ma vie. C'est là où ça blesse. Je vois régulièrement des gens il y a plein de compétences qui sont transférées, qui sont dans le développement personnel aussi. J'ai été là-dedans, dans cette partie-là. Mais je ne réussis pas à le mettre à 100% dans ma vie. Ouais. À passer à l'action. Exact. Ben, c'est ça. Souvent, on sait ce qu'il faut faire, mais on le fait pas par peur, par paresse. Ah, je ferai ça plus tard, ou ah non, c'est peut-être pas pour moi. Fait que quand on est capable de mettre les actions, ben là, c'est là que le vrai changement arrive. Là. Exact. Une dernière petite chose que je voulais qu'on parle, on en parle souvent là, par rapport à l'ego, c'est le processus de deuil pour en venir à accepter une situation. Puis là, on ne parle pas de deuil nécessairement de mort d'être humain, mais de deuil au quotidien dans notre vie qu'on a à faire sur des petites choses ou des choses plus grosses. Si tu veux nous parler un peu de ça, les étapes du processus? Exact. Au niveau du processus de deuil, on ne sait pas trop pourquoi nous sommes sur cette terre. On sait qu'on a à vivre puis mourir, puis payer des taxes. C'est quoi, il y a deux choses de ça dans la vie, la mort puis l'impôt, ça? C'est ça, ouais. Puis, mais par rapport pour réussir à vivre, le paradoxe, c'est qu'il faut réussir à faire des deuils à petit feu. Ben, c'est ça, je disais tantôt, je vais en parler au niveau du sommeil. C'est que moi, j'ai 52 ans, je vais avoir 53 cette année. Il y a quelques années de ça, je dormais 5 à 6 heures par nuit, c'était parfait. Maintenant, j'ai besoin d'en dormir plus. Mais là, moi, je suis tombé dans un... J'accepte pas ça. Il n'y en est pas question. Hey, parce que il y a juste 24 heures dans une journée, puis là, je suis rendu, je suis obligé. Moi, l'obligation, j'ai bien de la misère avec ça. Je suis en affaire pour la liberté. Fait que si tu m'obliges quelque chose, là, le comportement, il sort. Et là, je suis obligé de dormir 9 heures par nuit. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y en a pas question. Mais dans le processus de deuil, c'est quoi? C'est le refus déni. Non, j'accepte pas ça. Après ça, mais c'est la colère. Après ça, mais c'est le marchandage.
soit avec soi-même ou avec un autre. C'est tous les jeux de manipulation qui sont mis dans nos vies. Après ça, il y a un petit moment de tristesse. Et la dernière étape, l'étape ultime, c'est l'acceptation. Fait que c'est vraiment dans l'acceptation que se retrouve la paix d'esprit. Fait que là, par rapport à mon sommeil, non, il n'y en a pas question. Fait que je continue à dormir 5 à 6 heures par nuit. Je suis fatigué, je suis brûlé. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait? Fait que là, ça doit être ma testostérone. Fait que là, je m'imagine toutes sortes de choses. Fait que là, je décide à un moment donné que c'est correct. Là, je vais faire quelque chose, je vais faire un compromis. Manipulation. Je vais faire un compromis. Je vais dormir 7h30 puis je vais prendre une boisson énergisante sur l'heure du dîner. La première journée, ça a été extraordinaire. T'avais trouvé la j'ai recette. trouvé la recette. C'est comme, j'ai pas besoin de dormir. Fait que je viens d'économiser 1h30 le lendemain. Je suis fini. Oh my God, OK, j'ai pas le choix. Fait que là, je repasse à travers le processus de deuil. Puis que c'est ça, cette affaire-là. Puis pourquoi que ça arrive à moi. Fait que là, un petit moment de tristesse. Là, là, je retourne. Puis l'ego qui me fait accroire des affaires. Je vais boire plus de café. Tiens, je vais boire plus de café. Et là, je me retrouve, là, je bois plus de café. Je me retrouve avec des problèmes avec mes intestins. Je suis obligé de pisser assis parce que je ne sais jamais ce que le pot ça va sortir. Sacrifice, que c'est ça? Fait que comment ça se fait de me suis retrouvé dans cette situation-là encore? Tout ça, c'est quoi? C'est mon incapacité ou ma difficulté de faire un deuil. Il y a un changement physique, je vieillis, j'ai besoin de dormir plus. Je ne l'accepte pas. Puis parce que je ne l'accepte pas, je suis en train de ruiner ma vie. Carrément. Ouais. C'est puissant, hein? Ouais. Des fois, c'est des petites choses qu'on pense pas, ça a l'air de rien, mais il y en a des étapes, là. Exact. Fait que là, je suis en train de vivre ça. Ah, c'est correct, là, je vais l'accepter. Fait que là, maintenant, je me retrouve, 8h30, 9h, je suis couché. Je suis couché. Je suis levé à 5h30, 6h le matin. Puis je l'ai accepté. Mais il se passe quoi? C'est qu'une fois de temps en temps, quand je dis que atténuer l'impact de l'ego, c'est une job à temps plein. C'est dans le quotidien que ça se passe. C'est qu'au printemps, il y a un match du lundi soir. Le football, c'est les Patriotes, c'est mon équipe. Moi, je veux écouter tout le match. Fait que je me couche à 11h30. Puis là, je dis, bon, c'est pas grave. C'est juste une journée. Le lendemain, ça va être... Hey, je me lève. Tu payes le prix toute la semaine. Ouais, toute la semaine. C'est correct, j'ai compris. Finalement, je suis dans l'acceptation, la paix d'esprit, je suis dans l'acceptation totale par rapport à ça. Je me couche 8h30, 9h, je fais de la lecture, 9h30, j'ai réussi à m'endormir, puis je me lève à 6h, je suis prêt et dispo. Mais encore une fois, c'est que l'ego se manifeste. C'est subtil, cet ego-là. Ouais. 31 décembre, 8h30, je suis couché, je suis en train de faire de la lecture. Là, il y a une petite voix qui dit, tu te rends-tu compte que la planète est en train de fêter. Il est 8h30 puis t'es couché. Pas cette année, tant que ça, tu ne pas au Québec. Non, pas d'ailleurs. Non. Ben non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est ça qui s'est passé cette année. As-tu eu un débat? Ah, là, ça a fait ta gueule. pas toi, mais c'est bon d'égo. On laisse ça aller. Puis je me suis rendormi. Je l'ai laissé aller. Mais c'est un débat constant au niveau de l'ego. Puis l'ego, j'ai beau chercher à atténuer le plus possible au niveau de l'impact, mais par toutes sortes de jeux d'échelle, de serpents et d'échelle, ouais, c'est ça que je cherchais. Parce que, il a réussi à se manifester. Fait que cette journée-là, il s'est manifesté, puis j'ai eu une bataille à livrer, puis j'ai encore gagné une bataille, puis j'ai réussi à dormir. Fait que le 1er janvier, 7h30, j'étais en train de courir. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça sur Strava. Ouais. Fait que tous ceux qui avaient fêté, ils n'étaient pas en train de courir à 7h30 le matin. J'avais fait mon 10 km pour bien partir l'année. J'ai gagné une badge, c'est le fun. Sur Strava. Ouais. Moi, le 1er janvier, cette année, ça a tombé un samedi. Le samedi, habituellement, c'est ma journée de repos où est-ce que je m'entraîne pas. Puis là, je regarde mon Strava, là, je sais pas, là, il était midi peut-être, là, le 1er. Puis là, il y a 3 personnes dans les personnes que je suis sur Strava qui ont couru un demi-marathon le 1er janvier. Puis là, je disais, les estis, là, ils m'ont donné le feu au cul. Fait que le lendemain, le dimanche, je pense que j'avais un 15-16 kilos planifié. J'ai fait le 21. Je dis, ouais, moi aussi, là, je veux commencer l'année avec un demi-marathon. Là. Fait que, ouais, ça c'était c'est vraiment le fun. Ouais. Écoute, on arrive pas mal à la fin de
à la fin de l'épisode, un gros merci d'avoir pris le temps ce matin de passer au studio pour enregistrer ça avec moi. C'était très cool. Je te dis, je pourrais t'écouter parler de même pendant longtemps. Avant qu'on se laisse, peut-être on a parlé beaucoup de lecture, peut-être des suggestions de livres pour du monde qui sont dans une des 3 crises peut-être qu'on a parlé, qui se cherchent un peu, puis qui voudraient peut-être avoir des réponses. Qu'est-ce que tu nous suggérerais? En premier lieu, tu en as parlé, John C. Maxwell. Extraordinaire. Ouais. Il a compris quelque chose par rapport au leadership. Puis il parle justement de réussir à atténuer l'impact de l'ego. Puis il y en a un livre, là, il en a fait 4 comme ça. Leadership 101. Ouais, pour ceux qui écoutent en audio, Luc a amené sa collection. Mais Leadership 101 de John Maxwell. Ouais, John C. Maxwell. C'est super intéressant. Un que j'ai vraiment adoré aussi, c'est une suggestion d'un ami, Tony Zeiss. Devenez influent, 9 lois pour vous mettre en valeur. Puis ça résume bien les choses. Il y a un paragraphe, je l'ai mis ici, je l'ai. Fait que les gens couronnés de succès savent tourner la page sur leur passé. Fait que c'est tout le processus de deuil. C'est de laisser aller les choses, c'est d'éviter de vivre des regrets. Regardez droit devant. Les gens couronnés de succès savent tourner la page sur leur passé et regarder droit devant en direction de leur but. Ils sont conscients. C'est ça que j'adore. T'sais. C'est être conscient. Ça veut dire que je ne suis pas dans l'inconscient. Ce que je suis en train de faire, je sais pourquoi je le fais et je sais aussi qu'est-ce qui va m'emmener vers le succès. C'est pas l'inconscient. C'est pas de dire « Ah, je sais pas pourquoi je suis là, ce que je suis en train de faire. » Non, je suis conscient. Fait que je suis acteur et je suis observateur de ma vie en même temps. J'ai la capacité de pouvoir m'ajuster au fur et à mesure que j'avance. Ils sont conscients que le meilleur gage de réussite consiste à avoir un but clair et précis, une espérance réelle de l'atteindre. Et l'autodiscipline, c'est le mot-clé, je l'adore. Dans un paragraphe, là, ça résume tout. Et l'autodiscipline nécessaire dans le travail afin d'œuvrer sans relâche à sa réalisation. C'est pas la motivation. C'est vraiment puissant, ça. Ouais. Donc, devenir influent. Puis c'est qui, Tony? Tony Zeiss. Tony Zeiss, devenir influent. Puis les deux je ne l'ai pas lu, celui-là, c'est clair que je te l'emprunte. Tu le laisseras ici à me passer. Certain. Puis Anthony de Mello, Quand la conscience s'éveille. Fait que ça, c'en est un, vous l'avez sur YouTube. Là. On peut le retrouver sur YouTube. En audio sur YouTube. Ouais. OK. Fait que ça, il explique toute la bataille là, entre le moi puis le je, puis le moi, le développement de l'ego. Puis justement, le deuxième livre, là, je suis pas capable de prononcer son nom. Là. Pratique de la voie tibétaine, au-delà du matérialisme spirituel. De Chogyam Trungpa. Ouais. J'espère que j'ai pas trop magané son nom. Il y a un paragraphe, là, pas un paragraphe, mais un chapitre là, qui parle complètement du développement de l'ego. Comment l'ego se développe. C'est vraiment extraordinaire. Mais là, quand la conscience s'éveille, Anthony de Mello, c'est la bataille entre le moi et le je, la bataille entre l'ego et l'esprit étant qui je suis vraiment. L'esprit, c'est que j'apprends à me connaître, je suis connecté avec moi-même, je ne fais qu'un avec l'univers, mais en même temps, c'est que je suis conscient de ce qui se passe. Puis dans les 9 lois, il parle de la loi de l'attraction, puis j'y crois beaucoup dans cette loi-là. Fait que la loi de l'attraction. Fait que si je suis pas conscient, si je suis pas connecté, bien, il y a des choses qui se passent dans mon quotidien, dans mon univers, mais parce que je suis pas conscient, parce que je suis inconscient, je suis endormi. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que je le vois pas. Fait qu'il y a des opportunités qui sont là, mais je suis pas capable de les saisir, parce que je suis inconscient. Si t'es pas connecté dans le moment présent. J'ai demandé des affaires à l'univers me les a envoyées, je les ai même pas vues. Ouais. C'est fort, hein? Ouais. Mais c'est ça, d'être conscient. Puis c'est pour ça qu'il mentionne dans le livre Devenir influent, d'être conscient. C'est super important. Puis c'est ça, les 3 crises amènent quoi? Les 3 crises amènent à atténuer, à diminuer l'impact de l'inconscient, la fausse perception de moi-même pour aller vers le conscient. Puis le conscient, c'est que je suis en train de faire quelque chose, je suis conscient de ce que je suis en train de faire.
Puis je dis souvent, pour moi, les mots ont une importance. Fait que dans les mots que j'utilise, c'est la bataille entre le moi et le je. Comment je réussis à construire mon je, comment je réussis à diminuer l'impact du moi, comment je réussis à me départir des fausses représentations qu'on m'a transmises dans le développement de l'ego pour réussir à comprendre que je suis ça. C'est possible que le moi soit ma véritable identité, mais je ne sais pas vraiment, je suis inconscient. À partir du moment où je suis conscient, je deviens je. Je deviens la personne que je veux être, la véritable version de moi-même. Exact. C'est Des belles paroles très sages. Ah, merci. Écoute, je te remercie encore d'avoir pris le temps ce matin de venir pour passer au podcast. C'est un plaisir de parler avec toi. Moi, j'ai la chance, on se parle régulièrement, là, j'ai la chance de te côtoyer, mais j'encouragerais là, mes auditeurs, mes amis en affaires qui cherchent peut-être des réponses à leurs questions, de te contacter directement. Les gens peuvent te trouver sur Facebook, Luc Lévesque, ou tu as la page professionnelle aussi, Umaprise. Groupe Umaprise, oui. Good. Le site web. Umaprise.com. Groupumaprise.com. Groupumaprise.com. OK. Ouais. Bon, ben parfait. Écoute, merci encore. Bonne journée. Merci à toi. Salut. Vraiment apprécié.